Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Graveur de mémoire. Cette collection, consacrée essentiellement aux récits de vie et textes autobiographiques, s'ouvre également aux études historiques. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.harmattan.fr. Titre. Métropolite Stéphanos de Tallinn et de toute l'Estonie, Jean-François Jolivalt. La véritable histoire des orthodoxes d'Estonie. Dédicace. En reconnaissance filiale à S.M. Monseigneur Meltios Carabini, 1914 à 1993. Métropolite orthodoxe de France. Exarque des patriarches œcuméniques. Athénagora et Démétrios. Plus Stéphanos. Ce témoignage est dédié à la mémoire des martyrs d'Estonie, connus et inconnus, otages et victimes des empires totalitaires. Dans un si petit pays qui n'en voulait à personne et qui ne demandait qu'à rester libre. Jean-François Jolivalt. Chapitre 1. Serviteur d'un peuple pour le service de Dieu. La République d'Estonie a célébré en 2011 le 20e anniversaire de son retour à l'indépendance et à la souveraineté. 20 ans, la durée d'une génération dans ce pays où l'on se marie tôt pour fonder une famille. Aujourd'hui, les acteurs de la Révolution du 20 août 1991, la Révolution en chantant, sont déjà de jeunes grands-parents, quadragénaires ou à peine quinquagénaires. Enfants, ils ont connu le communisme suspicieux et pingre de l'école primaire, du collège ou du lycée soviétique. À l'université, ils ont appris à mesurer leurs paroles pour déjouer la surveillance des commissaires politiques et des mouchards. Puis, sans violence et sans ressentiment, ils ont restauré un pays libre, une nation ouverte sur l'Europe et sur le monde, une société de tolérance, une culture authentique portée par une langue unique. Ont-ils pour autant oublié l'interminable hiver de l'occupation communiste ? Le voile qui trouble parfois le regard de leurs parents, à l'évocation d'un nom ou d'un lieu, en est le rappel pudique mais prégnant, ou encore l'ombre estompée d'une aïeule immobile dans son fauteuil, mutique à force de souffrance, à force de larmes, à force d'attendre en vain ceux de sa famille qui sont partis pour un voyage sans retour, dans les sauve-causes d'Ukraine, les camps de Sibérie, les chantiers du canal de la mer Blanche ou les caves du KGB. Jamais dans leur histoire, les Estoniens n'ont vécu aussi longtemps dans un pays démocratique et souverain. Libres de choisir leurs amis et leurs alliés, ils sont désormais pleinement engagés dans l'Union européenne, sa politique, son économie et sa monnaie. Ils en attendent en retour la garantie d'une sécurité dont ils pressentent qu'elle n'est pas encore totalement assurée, car une seule génération n'a pas suffi à corriger les déséquilibres démographiques sciemment ordonnés par Staline pour mieux soumettre leur pays, en annihilant son identité ethnique et culturelle. Le christianisme a toujours été, depuis le passage des Vikings au 8e siècle jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, l'ultime bastion de résistance des peuples estoniens face aux puissances d'occupation et de domination, d'exploitation et de colonisation. L'orthodoxie du patriarcat de Constantinople, protégée par les empereurs byzantins, a nourri cette résistance dès ses prémices, avant d'être confrontée aux religions imposées par les maîtres du domaine, chevaliers teutoniques et chevaliers porte-glaives, envahisseurs danois et suédois, barons germano-baltes, princes slaves et tsars de toutes les Russies. Aujourd'hui, un Estonien sur 5 seulement est baptisé, ce qui fait de l'Estonie un véritable pays de mission, en voie de reconquérir son âme après un demi-siècle de matérialisme marxiste et d'athéisme militant. À côté des églises de la Réforme majoritaire, et de l'Église catholique romaine, les orthodoxes ont une part particulière dans cette reconquête spirituelle, exigence dictée par l'histoire autant que par la foi. En effet, l'Union soviétique ne s'est pas contentée de persécuter l'Église orthodoxe d'Estonie, comme elle l'a fait pour les luthériens et les catholiques, mais elle a substitué à cette Église historique, autonome et nationale une administration ecclésiastique placée directement sous la juridiction de l'Église orthodoxe de Russie et de son chef, le patriarche de Moscou. Étroitement contrôlée par le pouvoir communiste, l'Église de Moscou est ainsi devenue, pour son plus grand profit, un auxiliaire de la politique de russification de l'Estonie, complice objectif des transferts massifs de population,
des déportations au goulag et de la persécution des élites intellectuelles estoniennes. Le temps d'une génération d'hommes est trop court pour la science d'un historien, mais pour les acteurs d'une révolution, c'est celui du témoignage. Les souvenirs sont encore vifs, alors que les passions s'estompent, et avec elles les rancœurs et les jugements abrupts. C'est ce temps que j'ai choisi pour porter témoignage à mon tour, promu par une providence improbable au service du peuple estonien que j'ai appris à aimer et auquel j'appartiens désormais. Porter témoignage est la mission première d'un évêque, sa raison d'être et sa vie. Cette grâce, je veux la partager dans ce livre, avec tous ceux qui ont été voici 20 ans les initiateurs de la renaissance de l'Église orthodoxe d'Estonie et qui en sont depuis lors les artisans et les serviteurs, fidèles laïcs, moniales consacrés, diacres, prêtres et évêques. Fort de la confiance et de la bénédiction du patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier, nous avons rendu à l'Estonie l'Église orthodoxe de son peuple et avec elle une part de son identité, de sa culture et de sa fierté. Avance au large et jette tes filets, ordonne le Christ à Simon-Pierre sur le lac de Génézareth avant la pêche miraculeuse, Luc v. 1-11. Rien ne me prédisposait à une telle charge au bord de la mer Baltique, plus familier que je suis de la Méditerranée que du golfe de Finlande. Pourtant, je n'ai pas hésité un instant à répondre à l'appel d'une église en détresse, dont je ne savais presque rien, sinon qu'elle avait grand besoin de moi, quoi qu'il puisse m'en coûter. À la vérité, je ne présente aucune caractéristique d'un homme du Nord. Mon père et ma mère sont nés à Chypre, et c'est presque par hasard que j'ai vu le jour en Afrique, dans la ville de Bukavu, une agglomération de 500 000 habitants qui relève aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Fidèles à la foi de leur île natale, nos parents nous ont éduqués, mon frère, ma sœur et moi, dans la religion orthodoxe, ce qui apparaissait alors très exotique dans cette colonie de mission catholique et dans le collège jésuite où nous avons suivi nos études. Ce n'était pas mon seul particularisme. Né dans une colonie belge bilingue français-flamand de parents chypriotes, j'étais tout à la fois chypriote et sujet de sa gracieuse majesté britannique, ne parlant ni l'anglais ni le néerlandais, mais pratiquant indifféremment le français et le grec. Dans cette relative logique, j'ai commencé mes études universitaires à Louvain en Belgique et les ai poursuivies en France à l'Institut Saint-Serge de Paris. Diacre du métropolite Melesio Carabini de France, juridiction de Constantinople, puis archimandrite, j'ai découvert à ses côtés les richesses de la vie pastorale d'une église très minoritaire, dispersée en France, en Principauté de Monaco, en Andorre et en Espagne. Élu évêque auxiliaire de son successeur, Monseigneur Jérémie, aujourd'hui métropolite de Suisse, j'ai poursuivi mon ministère itinérant en résidence à Paris puis à Marseille et à Nice. Que connaissais-je alors de l'Estonie ? Sincèrement, presque rien, comme tous les habitants d'Europe occidentale par défaut d'information. Jusqu'au début des années 90, les manuels de géographie incluaient l'Estonie dans l'ensemble de l'Union soviétique, petit confetti relégué en haut à gauche des cartes, sous la mention RSS d'Estonie. Les atlas routiers, souvent édités par les compagnies pétrolières britanniques ou américaines, l'occultaient complètement, par le jeu de la pagination des cartes, comme s'il s'était agi de terres inconnues. Aujourd'hui encore, les Français ne situent que vaguement les pays baltes, qu'ils placent quelque part dans le Grand Nord entre la Scandinavie et la Finlande et qu'ils peinent à répartir convenablement du nord au sud. Ils s'étonnent d'apprendre que l'Estonie et la Lettonie ont une frontière commune avec la Fédération de Russie, et que la Lituanie jouxte la Biélorussie et la Pologne. Ils ignorent tout des grandes routes qui, depuis l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, permettaient des échanges commerciaux et culturels permanents entre la mer Noire et la mer Baltique, entre la civilisation byzantine et les peuples scandinaves. Ma surprise fut grande, lorsque le patriarche de Constantinople me proposa de visiter les paroisses de l'Église orthodoxe d'Estonie à l'occasion du carême de 1997. Pourquoi ce choix ? Peut-être avait-il gardé un bon souvenir de la visite à Marseille, à Nice et en Principauté de Monaco, que j'avais organisée quelques mois plus tôt à son intention ? Peut-être voulait-il m'offrir l'opportunité d'une expérience pastorale inédite, en prise directe avec l'histoire, dans des territoires nordiques qui m'étaient jusqu'alors totalement étrangers ? Peut-être a-t-il voulu utiliser ma facilité pour les langues, dans ce cas précis le russe et le slavon, négligeant au passage le fait que m'exprimer en russe ne serait pas pour moi le meilleur moyen d'être accepté par les Estoniens de souche ? Sur l'instant,
Je n'ai retenu de sa proposition que la chance qui m'était offerte de découvrir un pays hier encore interdit aux Occidentaux et qui sortait d'un demi-siècle de persécution, de malheur et de tristesse. J'ai donc accepté avec joie et sans réserve. Durant les quelques semaines nécessaires à la délivrance d'un visa, je me suis plongé dans l'histoire de l'Estonie. La lecture a été rapide, car presque rien de spécifique à l'Estonie n'avait encore été publié ni traduit en français, en anglais ou en russe. Les soviétiques, comme je le constaterai sur place, avaient fait des républiques socialistes baltes des États sans passé ni histoire. J'ai dû me contenter des analyses globales sur les relations Est-Ouest, d'ouvrages sur la guerre froide, sur la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et sur la révolution estonienne du 20 août 1991. Arrivé en février 1997 pour les 40 jours du carême, je découvris un pays encore très marqué par l'annexion communiste, gris, froid et triste, où tout manquait dans les campagnes interdites depuis 50 ans aux voyageurs occidentaux. Je raconterai plus loin dans ce livre le détail de ce voyage et l'empreinte profonde qu'il a laissée en moi. Plus que les livres, ce sont les hommes et les femmes d'Estonie qui m'ont appris leur histoire, sans que nous imaginions ni eux ni moi, qu'un destin commun et de rudes batailles nous réunirait 2 années plus tard pour le service de l'Église orthodoxe d'Estonie, une si petite église dans un si petit pays qui n'en voulait à personne et qui ne demandait qu'à rester libre. Chapitre 2 De la PREHISTOIRE à l'Empire des Tsars. La glace et le feu. Les premiers habitants de l'actuelle Estonie s'installent en Baltique au temps préhistorique de l'Holocène, à la fin de la Grande Glaciation, 10 300 ans environ avant Jésus-Christ. Organisés en communautés semi-nomades, à la dimension d'une famille ou d'un clan, ils s'établissent d'abord sur les berges des lacs et des rivières et un peu plus tard, au bord de la mer Baltique et du golfe de Finlande. D'où viennent-ils ? Sans doute du sud-est de l'Europe, si l'on en croit l'analyse des squelettes les plus anciens, et du bassin du Don d'après les silex qui leur servaient d'outils. Organisés en clans, ils vivent de chasse, de pêche et de cueillette, attentifs aux signes particulièrement contrastés de la nature dans cette zone de l'extrême nord, avec ses nuits d'hiver interminables et l'explosion de vie qui accompagne le retour du soleil au printemps. 7000 ans AV. JC, un événement extraordinaire marque durablement leur perception des forces supérieures et divines. Une énorme météorite, boule de feu de 10 000 tonnes, s'écrase dans un fracas terrifiant sur le site actuel de Kaali, dans l'île de Saaremaa. Sa puissance équivalait à celle de la bombe d'Hiroshima. La forêt s'embrase sur des kilomètres, un feu qui pour ces hommes de la préhistoire ne peut venir que d'un autre monde. Le souvenir en est si tenace que le navigateur marseillais Pythéas en recueillera le récit 6 millénaires plus tard, lors de son expédition dans le Grand Nord, de 340 à 325 AV. Jésus-Christ. Au début du 4e millénaire, ils subissent la pression démographique des peuples indo-européens plus habiles et mieux armés. De ce choc, se dégage la civilisation finno-ougrienne avec ses hommes et ses femmes d'une culture subtile et originale, dont les Estoniens de souche sont aujourd'hui les descendants. Le principal trésor de ces héritiers est la langue estonienne qu'ils pratiquent depuis 4 millénaires, et qui en fait d'authentiques indigènes linguistiques du vieux continent. Ils peuvent être fiers d'avoir survécu en tant que communauté culturelle, alors que tant d'autres se fondaient dans les grandes nations. Petit peuple fier, entre vikings et byzantins. Ni celtes, ni latins, ni germains ne parviendront à percer le secret de cette langue, véritable accident de la nature. Ce petit peuple, à la fois fier et placide, restera imperméable aux influences de ses occupants successifs. Il ne s'enfermera pas pour autant dans sa tour d'ivoire, curieux de la civilisation byzantine et du christianisme orthodoxe, dont les marchands vikings qui relient la Baltique à la mer Noire parlent avec émerveillement. La place géographique privilégiée qu'occupent les Finno-Ougriens sur la route des échanges entre Constantinople et la Scandinavie vaudra au peuple balte d'être initié très tôt au christianisme. Il ne fait plus guère de doute que des communautés païennes comme les Sétous s'étaient déjà converties au christianisme et se plaçaient dans la tradition byzantine de Constantinople. Longtemps, l'histoire de ce peuple a été travestie par les tsars puis par les commissaires bolcheviques, dont l'intérêt politique était de prétendre que les rives de la mer Baltique avaient toujours été russes, puisque les premiers princes étaient d'origine russe. En réalité, les premiers princes du Rus
l'État de Kiev et de Novgorod étaient des Vikings, évangélisés par des missionnaires byzantins et attonites qui, durant des siècles, ont assuré la garde personnelle de l'empereur byzantin et du patriarche de Constantinople. Vladimir Ier, prince de la rue de Kiev de 980 à 1015, a été baptisé en 988 après son mariage avec Anna Porphyrogénète, sœur de l'empereur de Constantinople Basile II. Son fils Yaroslav le Sage, né d'un premier mariage avec Rodega de Polotsk, a fondé la ville de Tartu, Yerev ou Dorpa en 1030. Les Finno-Ougriens se placent naturellement sous la protection du patriarche œcuménique, lors du grand schisme de 1054 qui marque la rupture avec l'Église catholique romaine. Mes plus anciens prédécesseurs orthodoxes sont les évêques byzantins de Yerev, Tartu, nommés par les métropolites de Kiev, patriarcat de Constantinople, entre 1072 et 1198. La chronique retient aussi le nom du premier évêque d'Estonie, un moine bénédictin français du nom de Fulko, auxiliaire de l'archevêque de Lund, Suède, nommé en 1167 pour le service de l'Église catholique romaine en Estonie. Puis ce sera la conquête du pays par les chevaliers teutoniques en 1201 et par les chevaliers porte-glaives en 1204, qui imposeront de force la religion catholique. Il en subsiste de nombreux témoignages à Tallinn, dans la cité le long des remparts et en banlieue, avec les ruines impressionnantes de l'abbaye Sainte-Brigitte, ainsi qu'à Tartu et à Haapsalu. Les évêques de rite latin s'installeront à Riga, confrontés à d'incessants conflits entre chevaliers allemands et missionnaires danois. L'empreinte durable de Luther. La réforme luthérienne touche l'Estonie très peu de temps après la publication des 95 thèses et l'excommunication de Luther en 1520. Les premières communautés sont urbaines, actives dès 1523 à Revel, Tallinn, Dorpa, Tartu et Narva. Selon la règle qui veut que le peuple épouse la religion du prince, la classe dominante des grands propriétaires et des négociants, tous germaniques, impose la nouvelle religion aux paysans en servage. Plus d'abbayes ni de moines, mais des ministres du culte mariés. Plus de latin pour la messe et les prières, mais des prédicateurs itinérants qui apprennent à lire la Bible aux paysans dans leur propre langue. La religion orthodoxe est mise en sommeil pendant 30 ans, jusqu'à une nouvelle occupation du pays, cette fois par le prince de Moscou Ivan III qui la restaure en 1558 et la replace sous la juridiction du patriarcat de Constantinople. La russification autoritaire. Au début du XVIIIe siècle, l'Estonie fait les frais de la Grande Guerre du Nord, lutte titan entre Suédois et Russes dans laquelle elle n'est en rien partie prenante. Les Suédois sont défaits dans les plaines d'Ukraine, à la bataille de Poltava en 1710. Par le traité de Nystad, en 1721, les Russes imposent leur domination à l'Estlandie et à la Livonie du Nord, provinces qui constitueront l'Estonie contemporaine. Ils en seront les maîtres pendant 2 siècles, confiant la gestion économique et administrative de ces provinces otages aux barons germano-baltes. Après 1721, le tsar, soit par faiblesse, soit par calcul, laisse l'Église orthodoxe de Russie accaparer la communauté orthodoxe estonienne, placée jusqu'alors sous la juridiction du patriarcat œcuménique de Constantinople. La slavisation est brutale. Elle viole les consciences, provoque la résistance et suscite la compassion, même chez les protestants qui, eux, bénéficient d'une totale liberté de culte. La résistance passive estonienne trouve parfois des relais jusque dans la haute hiérarchie de l'Église russe, moins monolithique qu'il y paraît. Ainsi, en 1838, l'Estonie est menacée par la disette après 3 années de sécheresse. Une délégation de paysans luthériens fait le voyage de Riga, siège administratif des provinces baltes, afin d'exposer ses doléances au gouverneur russe. Faute de pouvoir rencontrer le représentant du tsar qui leur ferme sa porte, ils se présentent à l'évêque orthodoxe, russe lui aussi, pour demander un secours. Le prélat, attentif et compatissant, se laisse convaincre et débloque l'aide qui permettra aux paysans de traverser l'épreuve. Par gratitude, de retour au pays, plusieurs d'entre eux se convertissent à la foi orthodoxe. Quant à l'évêque, sanctionné par le Saint-Synode de Moscou pour son excès de charité, il est muté d'office dans un diocèse lointain. Le 2 mars 1855, le tsar Alexandre II succède à son père Nicolas Ier. Son empire est le plus peuplé d'Europe, avec 60 millions d'habitants, mais c'est un pays archaïque qui a manqué la première révolution industrielle. Son réseau de chemins de fer est lacunaire, sa bureaucratie étouffante,
ces paysans maintenus sous le régime du servage, bien qu'abolis officiellement depuis 1819. L'armée, mal équipée et mal encadrée, s'est ridiculisée en Crimée face à un empire ottoman tout aussi archaïque, mais qui a su se ménager l'appui du Royaume-Uni, de l'Empire français et du Royaume de Sardaigne. Battu devant Sébastopol le 7 septembre 1855, le nouveau tsar perd le libre accès à la Méditerranée via la mer Noire, ainsi que le delta du Danube et le contrôle des Balkans. Dès lors, sa priorité sera de moderniser son empire. Il esquisse une démocratisation de la société par la création d'assemblées locales élues, les Zemstvo, et d'un code juridique moins autocratique. Mais cette modernisation a pour revers la volonté du tsar d'unifier toutes les conquêtes de l'empire par la langue russe, la culture slave et la religion orthodoxe, à commencer par les pays baltes et la Finlande. Or, les Estoniens revendiquent une double filiation, celle de l'Europe nordique et celle de la famille finno-ougrienne qui en fait les cousins linguistiques des Finlandais, des Hongrois et des Basques. Les peuples concernés par la politique de russification répondent par l'inertie. Depuis 1809, le Grand-Duché de Finlande est possession personnelle des tsars. Il conserve à ce titre sa culture et ses deux langues d'usage, le finno-ougrien et le suédois. Il en est de même pour les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens. Les paysans utilisent les langues nationales, les citadins, la bourgeoisie et les grands propriétaires l'allemand. Le russe est réservé à l'administration. Comme l'écrit le général Mikhaïl Zinoviev, 1838 à 1895, les Estoniens et les Lettons ne nous sont nécessaires que dans la mesure où ils cessent d'être des Estoniens et des Lettons pour devenir des Russes. Même sentiment chez le prince Sergueï Chakhovskoï, 1852 à 1894, gouverneur de l'Estlandie. Seule la foi du tsar peut détacher les Estoniens de leur lien avec la culture allemande, afin qu'ils se fondent complètement dans la grande famille russe et fassent des provinces baltes une partie intégrante de la Russie. Les Russes, avec la complicité des barons germano-baltes, imposent à l'Estonie une économie coloniale. De 1815 à 1825, c'est la monoculture de céréales destinée à la distillation de la vodka estonienne qui inonde le marché de l'Empire. La crise des grains de 1825 entraîne une reconversion brutale dans l'élevage des moutons mérinos et la culture du trèfle pour les nourrir. La concurrence du coton américain à la fin de la guerre de sécession, en 1865, provoque une nouvelle volte-face avec la monoculture des pommes de terre. Libres en droit, les paysans estoniens sont de fait dépendants des grands propriétaires fonciers ou condamnés à s'exiler en ville. Les profits investis dans l'industrie locale naissante stimulent cette croissance urbaine mais creusent le fossé des inégalités sociales entre une petite bourgeoisie qui s'éveille et le prolétariat qu'elle exploite. En 1860, un Estonien sur 10 est citadin habitant notamment Tallinn, 20 600 habitants, Tartu 14 000, Narva 8 000 et Pärnu 6 700, pour une population globale de 750 000 habitants. Ils seront exactement 881 455 au recensement de 1881, 958 351 en 1897, 1 086 000 en 1905. Dans le relevé démographique de 1897, alors que l'Estonie est intégrée à l'Empire russe, 3,9% de la population se déclare russe et 3,5% allemand, contre 90,6% estonien. Chapitre 3. Le VEIL de l'IDENTITE politique et religieuse. La culture estonienne. Politiquement, l'émergence de l'identité nationale estonienne commence en 1870, stimulée par la réorganisation de l'Europe sur les ruines de l'Empire français de Napoléon III. Le chancelier Bismarck unifie les États allemands autour de la Prusse, en un Reich puissant et moderne dont les pays baltes constituent la charnière avec l'Empire de Russie. Depuis Pierre le Grand 1672 à 1725, l'Estonie est le jardin des tsars. Les aristocrates de Saint-Pétersbourg se réchauffent au soleil d'Apsalu, le Deauville estonien, face aux îles de Hiiumaa et de Saaremaa, à quelques heures de train seulement de la capitale. Ils prélèvent taxes et impôts sur les revenus des propriétaires germano-baltes, qui eux exploitent les paysans sans terre et investissent avec de gros profits dans l'industrie du lin, de la vodka, de la bière, du bois et de la petite sidérurgie.
L'expansion économique de l'Empire allemand et de ses représentants dans les pays baltes finit par inquiéter les Russes. À partir de 1885, l'Empire tsariste juge prudent d'écarter les barons germano-baltes d'Estlandie et de Livonie pour gouverner sans intermédiaire. Après l'assassinat d'Alexandre II, la russification s'intensifie sous Alexandre III et Nicolas II. La langue russe est rendue obligatoire dans l'enseignement, y compris à l'université de Tartu, jusqu'alors germanophone, dont tous les professeurs sont démissionnés d'office entre 1889 et 1893. Seule la faculté de théologie échappe à la russification, puisqu'il est d'ores et déjà décidé que le haut clergé des diocèses estoniens de l'Église orthodoxe de Russie sera formé à Saint-Pétersbourg ou dans le séminaire russophone de Riga. L'Église autocéphale de Russie prend sa part dans cette russification, auxiliaire zélé d'un pouvoir autocratique qui pourtant ne la ménage pas en refusant obstinément la restauration du patriarcat supprimé par Pierre le Grand en 1720. L'élite intellectuelle estonienne, pétrie de culture à la fois germanique et slave, incline pour une autonomie politique relative, qui puise son inspiration dans un éveil de la conscience nationale lent et continu, conforme à la mentalité estonienne qui déteste la brusquerie et la promiscuité. Les Estoniens sont dans l'ensemble plus cultivés que les autres peuples de l'Empire tsariste. À défaut de maîtriser l'écriture, tous savent lire et compter. En 1857, le postillon de Pernu, Pernu Postimees, est le premier journal à utiliser l'appellation Estirava, peuple d'Estonie, à la place du méprisant Maharava, gens du pays, pour qualifier les habitants des deux provinces sœurs. À partir de 1860, la langue finno-ougrienne se dote de règles de syntaxe et de grammaire plus rigoureuses, ce qui permet de traduire et de publier non seulement les grandes épopées transmises jusqu'alors oralement, mais également les livres liturgiques et de spiritualité, les catéchismes, la vie des saints locaux et un journal théologique et pastoral spécifiquement estonien USK Jaelu, Foi et vie, diffusé par le séminaire orthodoxe de Riga. L'orthodoxie, quoique minoritaire, moins d'un baptisé sur 5, ouvre des horizons nouveaux. En 1900, 17 000 fidèles estoniens demandent à Moscou la création d'un diocèse orthodoxe à Revel, Tallinn, sur le modèle de ceux créés en 1850 à Riga et à Mito, Vilnius. Le tsar accepte qu'un délégué du conseil de l'église de Revel, Tallinn, soit nommé au comité idoine du diocèse orthodoxe de Riga, mais refuse d'en accorder plus afin de ne pas cautionner le courant nationaliste estonien. Au contraire, sous l'influence des slavophiles, il accorde largement crédit et privilège au clergé orthodoxe russe en fonction en Estlandie et en Livonie. Pour les slavophiles, l'Empire tsariste ne peut résoudre ses problèmes qu'en s'appuyant sur une église orthodoxe russe forte et prosélyte. Ces fondamentalistes professent que la russification des provinces satellites passe nécessairement par le renoncement au mirage de la société occidentale. Le parti slavophile défend ici une politique qui sera fatale au tsar, car elle stimule une fierté nationale qui, à terme, conduira les Estoniens à l'autonomie puis à l'indépendance. La construction de la cathédrale Alexandre Nevski de Tallinn symbolise à elle seule la volonté dominatrice des Russes. Pour la contrer, les Estoniens s'appuient sur l'élite intellectuelle luthérienne et germanophile, tout en maintenant les Prussiens à distance. C'est la grande époque de l'émergence culturelle populaire, celle des sagas, du folklore, de la musique chorale, 5000 chanteurs et 50 000 spectateurs au festival panestonien de Tartu en 1894, des expositions scientifiques et des foires agricoles. À partir de 1866, les conseils municipaux sont élus au suffrage universel masculin, avec pour prérogative l'aménagement vicinal, la santé, la sécurité, l'éducation primaire et corollaire obligé, la fixation des impôts locaux. Le temps de la primauté des propriétaires germano-baltes est passé. La mécanisation, les engrais, les remembrements spontanés améliorent les rendements. En 1897, les terres appartiennent pour moitié à des agriculteurs estoniens de souche, beaucoup plus évolués que les paysans russes. Petit à petit, Livoniens du Nord et Estlandais se découvrent des points communs qui marquent leur singularité par rapport au pouvoir tsariste. Il ne pouvait en être autrement, au nom des réalités historiques et géographiques du pays. Depuis le XVIe siècle, les Allemands avaient arrimé artificiellement les pays baltes à l'Europe germanique,
catholiques, luthériennes ou calvinistes, mais ils n'étaient pas parvenus à détacher les populations locales de leur référence au monde hellénistique et byzantin hérité du Moyen Âge. La rupture est consommée entre 1880 et 1905, lorsque le mouvement national estonien cesse d'être l'affaire d'une minorité pour devenir un mouvement de masse, même si de nombreux Estoniens vivent hors frontières. 200 000 expatriés en 1914 sur une population totale de 1 million d'habitants. La Révolution russe de 1905. En 1905, la première révolution russe transforme l'empire centralisé et autocratique en une fédération de peuples. Les Estoniens y ont leur part. À gauche, le mouvement socialiste révolutionnaire a encore peu de prise, divisé entre une section estonienne du Parti ouvrier social-démocrate des ouvriers russes, POSDR clandestin, léniniste et pro-russe, et les nationalistes estoniens de Tuyoki. À droite, les radicaux et les modérés connaissent les mêmes scissions. Le jeune Constantin Päts, élu maire de Tallinn en 1904 à 30 ans, ne parvient pas à les faire siéger ensemble au congrès panestonien de Tartu les 27, 28 et 29 novembre 1905. Retranchés, les uns dans la salle des fêtes, les autres dans la salle des loisirs civiques, ils votent pourtant une motion identique qui revendique l'élection au suffrage universel, masculin, d'une assemblée constituante panestonienne, chargée de préparer l'unification de l'Estlandie et de la Livonie du Nord et de créer un gouvernement autonome. Les divergences portent sur la suite du processus. Pour les radicaux, la nouvelle Estonie doit être une république indépendante et sociale, qui redistribuera les propriétés des barons germano-baltes, des colons russes et des églises, après expropriation sans indemnité. Pour les modérés, le nouvel État devra au contraire garantir la propriété privée. Les délégués ont convenu de se retrouver la semaine suivante, le 10 décembre 1905, au congrès des délégués communaux. Mais le gouvernement russe interdit le rassemblement. La colère gronde, les extrémistes s'en mêlent, les modérés sont débordés. 120 fermes et manoirs de propriétaires germano-baltes sont incendiés, ainsi que des presbytères luthériens. La réplique de l'armée russe est sanglante. 1 millier de morts, dont 700 fusillés, plusieurs dizaines de milliers d'autonomistes emprisonnés ou déportés en Sibérie. Malgré la vigueur de la répression, les propriétaires germano-baltes et le clergé luthérien se sentent lâchés par le gouvernement de Saint-Pétersbourg. Ils ne quittent pas la place pour autant et font appel pour exploiter leurs terres, à 20 000 colons allemands installés depuis Catherine II sur les bords de la Volga. Les associations politiques, culturelles et religieuses estonophones sont surveillées, le Parti radical et le Parti socialiste interdits, mais le suffrage universel maintenu pour l'élection des députés de la Douma d'Empire. Elle se réunit pour la première fois le 27 avril 1906 à Saint-Pétersbourg. Les députés y sont classés par origine ethnique et courant politique, ce qui est un atout pour les délégués baltes, représentant des provinces économiquement et culturellement les plus avancées de l'Empire. Les 5 députés dévolus à l'Estlandie et à la Livonie sont souverainistes et démocrates. Certes, la représentation est modeste, mais elle initie les citoyens des 2 provinces à l'exercice de la démocratie et leur fait prendre conscience d'une identité estonienne qui les mènera jusqu'à la République d'Estonie. Le peuple d'Estonie écartelé par la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale, qui conduira l'Estonie à l'unité et à l'indépendance, est d'abord un déchirement intérieur auquel la population n'est pas préparée. 3 blocs se dessinent après la mobilisation générale décrétée par le tsar Nicolas II le 30 juillet 1914 et la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie le 1er août. Les Estoniens de souche voient l'occasion de mettre fin à leur colonisation par les barons germano-baltes. Les Russes pensent que la guerre favorisera leur campagne de slavisation en Estlandie et en Livonie, mais craignent d'être pris à revers par les germano-baltes. Les germano-baltes n'imaginent pas un instant combattre leurs cousins allemands, mais veulent préserver le patrimoine qu'ils exploitent en Estonie depuis des siècles. Le tsar enrôle 100 000 soldats estoniens, que l'état-major disperse soigneusement dans tous les régiments par crainte d'une mutinerie ethnique. 12 000 d'entre eux tombent sur les fronts les plus exposés. Presque tous sont des fantassins recrutés dans les campagnes, puisque les ouvriers citadins sont mobilisés sur place dans l'industrie de guerre et à l'arsenal de Tallinn-Paldiski. Après quelques victoires en Prusse orientale, en Galicie et dans les Carpates,
les troupes tsaristes, mal équipées et mal encadrées, sont écrasées à la bataille de Tannenberg, le 30 août 1914. Dès lors, la désagrégation de l'Empire est inéluctable. Nicolas II abdique le 3 mars 1917. Le 26 mars 1917, 40 000 Estoniens, dont 15 000 soldats, revendiquent leur indépendance devant la Douma de Saint-Pétersbourg, rebaptisée Pétrograd. Chapitre 4 – L'émancipation de l'État et de l'Église. L'Estonie politiquement autonome. Le 30 mars 1917, le gouvernement provisoire de Kerensky reconnaît l'autonomie administrative de l'Estlandie, de la Livonie du Nord, des îles de Saaremaa, Hiiumaa, Worms, Muhu, Kinu et Runu et leur rassemblement en une seule et même entité. La frontière avec la Russie part du golfe de Finlande, à Kurgolovo, 40 km au nord de Narva, passe à 10 km à l'est de la ville de Narva, coupe les lacs Pepsi et Peskov en leur milieu, englobe le pays des Sétous et rejoint la Livonie du Sud, Lettonie, à Sprechtichi, 40 km au sud de Petseri. La Douma consultative est dissoute, remplacée par la Diète d'Estonie élue au suffrage universel masculin. En attendant l'organisation du scrutin, le Premier ministre russe Kerensky nomme commissaire de la province d'Estonie le maire de Tallinn, Jan Poska, assisté de Yuri Jackson et de Konstantin Pett, vice-commissaire pour l'Estonie du Sud. Le 12 avril 1917, le décret numéro 1, signé par Jan Poska, donne officiellement le nom d'Estonie à la nouvelle structure administrative. Pour la première fois dans l'histoire, l'Estonie est reconnue comme une réalité géographique et politique, dont chacun comprend qu'elle sera bientôt un État souverain. Une armée spécifiquement estonienne de 8 000 hommes est constituée à la hâte, ce qui n'est rien comparé aux 200 000 soldats russes cantonnés en Estonie. Création du diocèse de Tallinn et d'Estonie. Dans le même temps, les 6 et 7 avril 1917, l'Assemblée des paroisses orthodoxes revendique la création d'un diocèse de Tallinn et d'Estonie, afin de se démarquer de l'Église autocéphale orthodoxe de Russie et du diocèse de Riga. L'initiative vient de la base, comme ce sera constamment le cas pour toutes les grandes décisions engageant l'avenir de l'Église orthodoxe d'Estonie. Certes, il ne s'agit pas encore d'obtenir un statut canonique d'autonomie, mais d'exprimer le fait que l'on peut être un bon orthodoxe sans pour autant être russe ou slave. La nouvelle administration estonienne ne s'y trompe pas. Sans attendre la décision du Saint-Synode de Moscou, elle reconnaît officiellement le diocèse orthodoxe de Tallinn. Il reste à trouver celui qui acceptera la charge de premier évêque estonien d'Estonie, dans un contexte politique confus et lourd de menaces. Le candidat doit être à la fois estonien, célibataire, administrateur honnête, théologien de qualité et homme de foi. 2 mois ne sont pas de trop pour s'accorder sur le nom de Paul Kulbush, recteur de la paroisse estonienne de Pétrograd, l'ex-Saint-Pétersbourg. Il accepte de présenter sa candidature. L'Assemblée des paroisses, réunie dans la basilique de la Transfiguration de Tallinn, l'élit en juillet 1917 sous le nom ecclésiastique de Platon. Évêque élu, il doit à présent attendre l'approbation du synode de l'Église orthodoxe de Russie et sa consécration épiscopale par 2 autres évêques. Or, il est loin de se douter que les 6 mois qui le séparent de son sacre seront 6 mois qui bouleverseront l'histoire du monde et scelleront son propre destin. Platon l'Estonien. Qui est cet archiprêtre Platon que les fidèles appellent au siège épiscopal de Tallinn en juillet 1917 ? Paul Kulbush naît le 13 juillet 1869 à Potsikopu, face à l'île de Kinu, dans le district de Pärnu. Son père est le chantre de l'église paroissiale. Enfant, il suit les cours de l'école religieuse de Harusaare, puis entre au séminaire de Riga avant d'être envoyé à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg. Ordonné prêtre à 25 ans, il est nommé dans la capitale russe curé de la paroisse estonienne Saint-Isidore. C'est un ami de Jan Poska, avec qui il a fait ses études à Riga. Son parcours est atypique. Jeune Estonien sans nom ni fortune, il révèle une force de caractère et une intelligence hors du commun. L'homme est entreprenant, et le prêtre ouvert à la modernité. En 23 années de ministère paroissial, de 1894 à 1917, il construit une nouvelle église, un centre éducatif, des bâtiments paroissiaux et développe un dialogue œcuménique avec les anglicans.
Lorsque les délégués estoniens le rencontrent à Petrograd, début juillet 1917, et lui proposent de revenir dans son pays pour être leur évêque, le premier évêque orthodoxe de culture estonienne, il est dans la force de l'âge. À 48 ans, il sent que l'heure est venue pour une nouvelle mission. Il accepte l'offre. Officiellement, Monseigneur Platon n'est qu'évêque auxiliaire de l'évêque de Riga, lui-même suffragant du métropolite de Vilnius. En acceptant la charge de premier évêque estonien, il a conscience de jouer un rôle significatif dans l'accession à l'indépendance de l'Estonie. Déjà, le 27 mars 1917 à Petrograd, il avait été impressionné par la manifestation de 40 000 Estoniens devant le palais de la Douma et il s'était réjoui du statut d'autonomie administrative accordé le 30 mars à l'Estlandie, à la Livonie du Nord et à l'île de Saaremaa, réunis pour la première fois dans l'histoire en une seule entité. En réalité, il se sent pleinement évêque de son pays natal et se comportera comme tel jusqu'à sa mort. Il participe à l'assemblée représentative du Maapäev et intègre le petit comité des responsables religieux protestants, catholiques et juifs créé par le pasteur luthérien Trogotan. Il s'en explique dans une vision théologique audacieuse. Les temps que Dieu nous a envoyés seront difficiles, mais pleins de grâce, parce que c'est maintenant que nous saisissons ce que nous aurions dû comprendre depuis longtemps. Entre les religions, que nous différencions par leur nom, il n'existe que des cloisons élevées par des hommes. Mais au-dessus trône Dieu, qui est notre Père céleste à tous. La restauration du patriarcat de Moscou. À Moscou, l'abdication de Nicolas II, le 2 mars 1917, fournit l'occasion à l'Église autocéphale russe de se réorganiser. Depuis Pierre le Grand, qui a supprimé le patriarcat en 1721, et Catherine II qui a autorisé l'Église catholique romaine dans l'Empire, les relations sont souvent tendues entre les tsars et les évêques. Le Saint-Synode convoque un concile local afin de reconquérir le terrain perdu et, si possible, élire un patriarche. La première session s'ouvre à Moscou le 15 août 1917, avec la désignation du président de l'Assemblée conciliaire. Le choix se porte sur Monseigneur Tikhon, que son long séjour aux États-Unis, au Canada et en Alaska, avant qu'il ne soit nommé métropolite de Vilnius en décembre 1913, a tenu écarté des querelles internes. Pour conforter sa position, il est en même temps élu archevêque de Moscou. La Révolution d'octobre. Le 26 octobre 1917, 8 novembre du calendrier grégorien, la Révolution d'octobre commence à Petrograd. Les soviets renversent le gouvernement Kerensky. Dans la foulée, le lendemain 27 octobre 1917, 9 novembre, les bolcheviks estoniens Viktor Kingisepp et Jaan Anvelt prennent le pouvoir à Tallinn, appuyés par les soldats de la garnison russe et les marins de l'escadre. Malgré la présence active des ouvriers estoniens en grève, les bolcheviks russes représentent les 3/4 du soviet de Tallinn. Le seul point positif de ce coup d'État est que l'administration estonienne conserve son autonomie. Otto Strandman préside l'assemblée du Maapäev, Konstantin Päts est élu commissaire de l'administration et Jaan Poska commissaire de la province de Tallinn. Il est patent que la russification imposée pendant 60 ans à l'Estonie n'a pas détruit ses racines culturelles. Elle les a, au contraire, renforcées pour atteindre le point suprême de l'indépendance dans une démocratie libérale. Dans ces circonstances, Monseigneur Platon renonce à faire le voyage de Moscou pour participer à la fin du concile local. C'est donc sans lui que les évêques russes restaurent le patriarcat de Moscou le 4 novembre 1917, 17 novembre. Il leur faut ensuite élire un patriarche, le premier depuis 1721. Dans la capitale en révolte, loin de leurs diocèses respectifs qui, imaginent-ils, subissent les mêmes émeutes, ils ont hâte d'en finir. Le lendemain, 5 novembre 1917, ils se réunissent une dernière fois dans la cathédrale du Christ Sauveur. À défaut de s'accorder sur l'un des 3 candidats qui restent en lice, ils tirent au sort celui à qui reviendra la charge. 3 bulletins sont placés dans un calice. L'histoire ne retiendra que le nom de celui qui est choisi pour la gloire de Dieu et la grâce du martyr, Basile Ivanovitch Belavin, de son nom d'église Tikhon Ier, patriarche de Moscou et de toute la Russie. Il est né en 1865, a été nommé évêque de Lublin en 1897 à 32 ans, avant de partir l'année suivante en Amérique du Nord. De retour en Russie,
le Saint-Synode lui confie le siège de Iaroslavl en 1907 puis de Vilnius en 1913. La nuit sera longue, très longue, confie-t-il à ses amis après l'élection. Un de ses premiers gestes est d'informer Monseigneur Platon qu'il viendra en personne le sacrer à Tallinn. Mais la révolution bolchevique l'empêchera de tenir sa promesse. Les calomnies contre sa personne ne tarderont pas. Aux persécutions sanglantes s'ajoutera le schisme de l'Église vivante, suscité par les révolutionnaires. En juin 1919, il échappe de peu à un attentat. Il est emprisonné par les bolcheviks d'avril 1922 à juin 1923, 14 mois d'épreuves physiques et morales qui l'épuiseront. Hospitalisé en 1924, isolé de l'administration patriarcale par les schismatiques de l'Église vivante, il meurt le mardi 7 avril 1925, après quelques jours de maladie, sans doute étouffé dans son lit par ses geôliers. Serviteur dans un diocèse en état de guerre. Monseigneur Platon est sacré évêque et intronisé le 31 décembre 1917 par le métropolite Benjamin de Saint-Pétersbourg et Monseigneur Artémis, l'évêque de Louga. Il a revêtu pour la circonstance un ornement liturgique aux couleurs nationales estoniennes, cadeau des fidèles. Le bleu du ciel et de la confiance, le noir de la terre et du passé douloureux, le blanc de la neige et de la liberté. Sous les ors et les mosaïques de la cathédrale néo-byzantine Alexandre Nevski de Tallinn, il ne se doute pas qu'il ne lui reste qu'une année et 14 jours à vivre, un temps bien court pour établir les fondations d'une église autonome. Pendant la nuit de l'an 1918, il célèbre sa première liturgie pontificale dans la basilique de la Transfiguration, église qui abritera son tombeau. En janvier 1918, le comité révolutionnaire de Tallinn déclare l'état de siège et accuse les barons germano-baltes de trahison au profit de l'Allemagne. Les manoirs et les fermes brûlent. En représailles, les troupes de l'empereur Guillaume, stationnées à Saaremaa et à Riga, se dirigent vers Tallinn. Les bolcheviks russes, poursuivis par le régiment légitimiste estonien du général Ledwaner, décampent avec leurs prisonniers et les équipements industriels qu'ils ont volés dans les usines. Il apparaît évident aux Estoniens que seule la proclamation d'une république souveraine et indépendante les protégera de leurs voisins slaves et germains, ce que refusent les bolcheviks. Le MAPAF envoie des délégués en mission partout en Europe pour plaider la cause de l'indépendance et demander une assistance afin de contenir les révolutionnaires. Jan Poska reçoit un accueil cordial à Paris et l'aide morale des Alliés, mais pour le soutien stratégique il faudra attendre. 24 février 1918, fondation de la République d'Estonie. Les Estoniens ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Le 18 février 1918, le Conseil des Anciens rédige la proclamation d'indépendance qu'il ne peut diffuser parce que toutes les imprimeries de Tallinn sont occupées par les ouvriers bolcheviks en grève. Le samedi 23 février, quelques épreuves sont affichées à Pärnu, mais il faut attendre le lendemain, dimanche 24 février 1918, pour que la proclamation soit effective à Tallinn et dans le reste du pays. À partir de ce jour, l'Estonie est un État libre, démocratique et indépendant dans ses frontières historiques et ethnographiques. État libre, démocratique et indépendant certes, mais fragile et vulnérable. La souveraineté de la nouvelle République ne dure que 36 heures, de sa fondation officielle avec la constitution du premier gouvernement provisoire présidé par Constantin Pett le dimanche 24 février 1918 au matin, à la suspension de ce gouvernement par les troupes d'occupation du Kaiser le lundi soir 25 février. Le gouvernement, investi par le Conseil des Anciens, a cependant eu le temps de prendre 3 décisions importantes. Il a décrété la neutralité de l'armée estonienne dans le conflit entre la Russie et l'Allemagne. Il a garanti la préservation des patrimoines publics et privés et annulé les ordres de confiscation. Il a ordonné que les cloches des églises et des temples sonnent le lundi 25 février à 9h et que la proclamation de la République soit lue en chair et dans les écoles. Monseigneur Platon, qui espère que la souveraineté de l'État sera respectée avec si nécessaire, l'intervention des puissances alliées, lance un appel aux fidèles orthodoxes pour qu'ils adhèrent au nouvel État indépendant et en reconnaissent le gouvernement. Les troupes allemandes attaquent avec haine et sauvagerie. Elles prennent l'Estonie en tenaille, de la Livonie au golfe de Finlande et de la côte ouest à Narva. L'occupant impose le modèle prussien le plus rigide,
du gouverneur militaire de province aux responsables de canton ou de village. L'administration et l'armée estonienne sont dissoutes, la langue allemande imposée dans les services publics, les collèges, les lycées et l'université de Tartu. L'industrie est mobilisée au service exclusif de l'effort de guerre prussien. Les transports, les associations et la presse sont étroitement surveillés, les réunions interdites, y compris celles des congrégations paroissiales orthodoxes. Les propriétaires germano-baltes et le haut clergé luthérien collaborent sans retenue avec l'occupant. La délation pervertit les élites politiques et culturelles estoniennes sous le couvert de l'anti-bolchevisme. Le traité de Brest-Litovsk. L'Estonie livrée aux loups et aux ours. Et l'Estonie dans tout cela ? Le traité de Brest-Litovsk donne un exemple accablant du mépris dans lequel l'empire bolchevique de Lénine et le Reich de Guillaume II tiennent le peuple estonien. Par ce traité, signé le 3 mars 1918, les deux puissances concluent une paix séparée, aux frais de l'Estonie, de la Livonie et de la Courlande, qui passe sous administration directe et personnelle de la dynastie des Hohenzollern. C'est le retour du grand rêve germanique du Baltikum, celui d'une mer intérieure allemande, contrôlant le commerce maritime de la Russie vers l'Europe occidentale et privant le Royaume-Uni de son monopole naval en mer Baltique. L'Estonie en restera longtemps stigmatisée par les puissances occidentales, qui lui reprocheront d'avoir opté pour le camp germanique, autant par inflexion culturelle que par rejet de l'influence russe. L'armistice de Rotonde. L'armistice, signé le 11 novembre 1918 à Rotonde, consacre la victoire des puissances alliées, France, Royaume-Uni et États-Unis, sur les empires désormais disloqués de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Lénine, en anticipant son retrait des combats par le traité de Brest-Litovsk, a certes perdu les pays baltes, l'Ukraine et la Pologne, mais il a sauvé sa révolution et les territoires qui constituent le noyau dur de l'ex-empire tsariste. En Estonie, armistice ne veut pas dire retour de la paix car si Guillaume II abdique le 8 novembre 1918, son armée du Nord résiste. Elle expédie d'Estonie en Allemagne tout le matériel agricole et industriel qui a échappé au pillage des bolcheviks. Jusqu'en janvier 1920, le pays est un champ clos dans lequel la petite armée estonienne du général Johann Laidoner est confrontée, successivement ou simultanément, à l'armée des Russes rouges de Lénine, à l'armée allemande de la future République de Weimar, aux Russes blancs du général Yudenich, aux miliciens bolcheviques incontrôlés, aux résistants estoniens cachés dans les forêts, les Verts, et aux Livoniens du Sud. Les civils sont les principales victimes de ces combats sans pitié qui opposent souvent de part et d'autre des lignes les membres d'une même famille, d'un même village, d'une même paroisse. Le gouvernement provisoire estonien, qui n'avait duré que 36 heures, du 24 février 1918 au matin au 25 février au soir, est réactivé le 12 novembre 1918 sous la présidence de Constantin Päts. Le jour même, Monseigneur Platon lance un appel solennel aux 110 paroisses de son diocèse pour qu'elles soutiennent le gouvernement provisoire estonien et le Maapäev. Obéissez à votre gouvernement, respectez les lois et n'oubliez jamais de faire ce qui est nécessaire avec fraternité ou amour patriotique chaque fois que cela dépend de vous. La situation est dramatique car le nouveau pouvoir doit négocier le retrait des troupes allemandes et réagir à l'offensive des Russes et des Estoniens bolcheviques. Le 13 novembre, Lénine dénonce le traité de Brest-Litovsk et prétend récupérer ce qu'il y a sacrifié, en particulier l'Estonie qu'il considère comme étant partie intégrante de l'ex-empire tsariste et donc vouée à être soumise au pouvoir du gouvernement provisoire de Moscou. Les révolutionnaires russes contrôlent Narva le 28 novembre et y installent une commune du peuple ouvrier estonien, présidée par le révolutionnaire estonien Jaan Anvelt. Dans le même temps, les Allemands et les Russes blancs, unis par leur opposition à l'indépendance de l'Estonie, se regroupent à Peskov, sur la frontière sud-est. Seule l'aide logistique britannique permet à l'armée de l'indépendance estonienne de libérer le nord de la Nouvelle République, le 18 janvier 1919. Dans le sud, il faudra attendre décembre 1919 pour que cessent les combats et le 2 février 1920 pour que les frontières avec la Russie bolchevique et avec la Lettonie soient fixées par un accord international, le traité de Tartu. À l'heure des bilans, l'Estonie a perdu 3500 civils, hommes et femmes, en 14 mois de guerre fratricide. Il s'ajoute aux 12 000 soldats tués sur les champs de bataille pendant les 4 années du conflit armé.
Les provinces agricoles, à majorité orthodoxe, sont les plus touchées, privées d'hommes et de matériel. Dans les centres industriels, il faut racheter des machines pour faire tourner les usines pillées par les Russes puis par les Allemands, alors que la dette atteint déjà 110 millions de francs or. La vie culturelle, riche de tant de promesses avant 1914, est étouffée sous les deuils et le malheur, durablement traumatisée par l'épisode de germanisation forcée des élites intellectuelles. Le martyre de Platon et de ses compagnons. Dans ce contexte de guerre civile, bravant les dangers, Monseigneur Platon se consacre à sa mission pastorale. Il prend le chemin de ses paroisses, dans une modeste voiture à cheval ou à dos de mule. Il doit sans cesse négocier des laissez-passer avec les autorités d'occupation. À force d'obstination, il visite 35 communautés en 9 mois. Les distances sont longues, les chemins mauvais et les fermes isolées. L'intellectuel pressé de Saint-Pétersbourg apprend la patience au contact des paysans estoniens, mais non sans peine comme il l'écrit souvent à ses amis. Son diacre, le moine Johannes Jürgenson, et ses compagnons de route racontent combien il était intéressant de voyager avec lui pendant la nuit, car Platon, excellent astronome, décrivait en détail les différentes constellations. Dans chaque paroisse, la visite commençait par un service divin suivi des prières pour les morts dans le cimetière. Puis il discutait avec les membres des conseils paroissiaux, prodiguait conseils et encouragements et repartait le lendemain avec sa mule vers une autre paroisse. L'abdication de Guillaume II le 8 novembre 1918, la proclamation de la République à Berlin le 9 novembre et l'armistice signé en France le 11 novembre relâchent la pression allemande, mais accroissent le désordre et le pouvoir des chefs de bande qui rançonnent, pillent, violent et assassinent. Lorsque le 13 novembre 1918, Lénine dénonce le traité de Brest-Litovsk, Monseigneur Platon, qui est à Tartu, se dit qu'il a déjà vécu cette histoire. Il rentre précipitamment à Tallinn, célèbre la divine liturgie les dimanches 17 et 24 novembre dans la basilique de la Transfiguration devant une grande foule et partage à la session du MAPAF l'inquiétude de ses collègues députés. La rivalité entre le social-démocrate ouvrier Philipp Scheidmann et le spartakiste révolutionnaire Karl Liebknecht lui rappelle les sombreurs qu'il a vécues à Pétrograd en octobre 1917 avec Kerensky et Lénine. Il redoute que son diocèse n'en fasse à nouveau les frais. Après le départ des derniers républicains allemands, le 20 décembre 1918, la guerre civile généralisée lui semble inévitable. Début décembre 1918, Platon passe quelques jours à Pétrograd. En dépit du péril, il quitte la ville le 20 décembre 1918 pour Riga, où il veut célébrer la divine liturgie de Noël le 7 janvier 1919, calendrier grégorien. En route dans la neige et la bourrasque, il prend froid. Victime d'une pneumonie, il bifurque vers Tartu, où il sait qu'il sera bien soigné par les médecins réputés de l'hôpital universitaire. La ville est calme. Les Allemands ont refusé le combat et quitté la place. La question est à présent de savoir qui, de l'armée estonienne, de l'armée de Lénine ou des milices de partisans incontrôlés, les remplacera. À Tartu, le comité révolutionnaire a hissé le drapeau rouge sur l'hôtel de ville et interdit tout office religieux. Le pasteur Trogotan prend l'initiative d'une réunion chez Platon, avec des délégués catholiques et israélites. Nous ne pourrons être soumis que par la force brute. Nous servirons l'Église et nos paroisses. Si nous devions faire face à l'exil ou à la mort, cela ne ferait aucune différence. Si sévères puissent être les temps que Dieu nous envoie, ils sont toujours emplis de bénédictions, parce que maintenant nous comprenons mieux qu'auparavant ce que nous aurions dû comprendre il y a longtemps, à savoir que les différences entre les diverses dénominations ne sont rien d'autre que des murs construits par des hommes, tandis que bien au-dessus de ces murs Dieu trône, notre Père céleste à tous. Le 2 janvier 1919, Platon se repose dans sa chambre, lisant l'évangile de saint Matthieu, lorsque surgissent les miliciens tant redoutés, commandés par les commissaires politiques Kuhl, Ratsep et Auteur. Il lui ordonne d'abjurer sa foi, et de renier son pays. C'est mal le connaître, je suis du Christ, leur répond-il en refusant de se soumettre. Les miliciens exultent lorsqu'ils découvrent que leur prise est l'évêque orthodoxe. C'est le diable que nous recherchions. Il lui ôte ses chaussures, pensant y découvrir de l'or en vain. Arrêté avec le diacre d'Orin, il est interrogé mais refuse de signer les minutes de son interrogatoire. En représailles,
les bolcheviks l'enferment dans la salle des coffres de la banque de crédit de Tartu, 5 rue Compagnie, avec les prêtres Nicolas Bezanitsky et Michel Blève, le diacre Dorin et 15 autres détenus, parmi lesquels le pasteur Wilhelm Schwartz et l'aumônier luthérien de l'université Trogotan. Leur captivité dure 12 jours. Platon fait preuve d'un courage et d'une humanité qui en impose. Son charisme est indéniable, même auprès des prisonniers qui ne sont pas chrétiens. Il soutient leur morale, accepte les travaux les plus humiliants, dont la corvée des latrines à main nue, car les gardiens l'ont privé à dessein de tout instrument de nettoyage. Il est résolu à mourir pour son Église et pour son pays, au nom du Christ et au nom de la liberté, ainsi qu'il l'a professé lors de son arrestation. Le dimanche 12 janvier, Platon comprend que son exécution n'est plus qu'une question d'heure. Avec le pasteur Anne, il lit l'évangile de saint Matthieu en grec et demande à ses compagnons de transmettre sa bénédiction au peuple d'Estonie, s'ils ont la chance d'échapper au supplice. Le mardi 14, il lit le récit de la Passion selon saint Marc. À 10 heures, un commissaire politique et 2 gardes rouges le font sortir de la salle des coffres et le conduisent à la cave en chemise. Un témoin, qui travaille dans l'atelier de confection de la prison, le voit passer à travers le soupirail, puis entend des coups et plusieurs déflagrations. Mais pas un cri, sous la torture, Platon s'est tu jusqu'à la mort. Ensuite, ce sont les archiprêtres Nikolai Béchanitsky et Michel Blaise et le pasteur Anne qui sont emmenés à la cave et exécutés avec la même sauvagerie. Suivront 14 autres notables. Dans un dernier geste de foi, Platon a caché sa panagia, la plaque pectorale des évêques, sous sa chemise. C'est grâce à elle que l'on identifie son corps, car il a été défiguré par les coups. Il ne s'en est fallu que de quelques heures pour que lui et ses compagnons sauvent leur vie. Le médecin Wolfgang Reyer, qui rédige les certificats d'autopsie, raconte que le plancher entier était couvert de cadavres, dans les positions les plus artificielles causées par une mort soudaine et violente. Au centre de la cave, les corps étaient allongés en 3 rangs. Les coups de feu avaient été tirés à bout portant dans les crânes. Les cadavres sont transportés au département d'anatomie de l'université, où les parents des victimes les identifient avec difficulté. Sous la chemise de Platon, on trouve la panagia, emblème de sa charge épiscopale. Il a été transpercé avec une baïonnette à 7 reprises. Des balles ont traversé sa poitrine, son épaule gauche et, détail horrible, son œil droit. La partie arrière de son crâne a été fracturée par un coup de crosse. Il est évident que l'évêque a été torturé avant d'être mis à mort. Le 18 janvier 1919, les derniers miliciens franchissent la frontière de l'Est et se dispersent, laissant plus de 200 morts dans les rues de Tartu. À Paris, où il conduit la délégation estonienne à la conférence de la paix, Jan Poska apprend avec stupeur l'assassinat de son ami et ancien condisciple. Il fait célébrer un service funèbre, un panicide, à la cathédrale orthodoxe grecque de Paris, dans une grande indifférence. Seul, le New York Herald publie un petit article sur le massacre de Tartu et la mort du premier évêque estonien de Tallinn. Les obsèques de Monseigneur Platon à Tallinn. Dans le pays, l'émotion est tout autre. Le dimanche 9 février 1919, la foule de Tallinn se presse sur le court chemin qui conduit de la gare ferroviaire à la basilique de la Transfiguration. La capitale est plongée dans le chagrin. Voici 3 semaines, Monseigneur Platon, son premier évêque orthodoxe estonien, l'un des hommes incarnant au plus haut point l'indépendance et la culture nationale, a été massacré dans une cave de Tartu par des miliciens bolcheviques en déroute. 14 compagnons ont péri avec lui, dont 2 de ses prêtres, un diacre et l'aumônier luthérien de l'université. Le jour de son élection au siège épiscopal de Tallinn, Paul Coulbouche avait choisi le patronyme de Platon en référence à un martyr byzantin du IVe siècle. Pressentiment ? Peut-être. Le convoi funèbre, un train spécial, est parti depuis plusieurs jours de la gare de Tartu. Un chemin de gloire de 200 km. À chaque passage à niveau, dans chaque station, le wagon transportant la dépouille de Monseigneur Platon s'est arrêté pour que le peuple salue une dernière fois l'homme de Dieu. Le président Constantin Prête a ordonné qu'un hommage national soit rendu à l'évêque martyr, non pas dans la cathédrale Alexandre Nevski, trop connotée par la domination tsariste, mais dans la basilique de la Transfiguration, rue du Grand Cloître, Sourd Clostry, dans la cité médiévale. Adossée au rempart,
Le bâtiment a d'abord été un couvent catholique, fondé au XIIIe siècle sous le patronage de Saint Michel, avant de passer au culte orthodoxe. Le cortège mortuaire franchit les remparts pour entrer dans la vieille ville. Ceux qui se pressent le long des petites rues, escarpées comme celle du Golgotha, sont des chrétiens qui s'interrogent. 3 fanfares se relaient pour marquer le pas. Les sabots des chevaux, pourtant ferrés à glace, glissent sur le pavé et les soldats, qui forment une double haie d'honneur de part et d'autre des rues, contiennent difficilement la foule. Certains veulent toucher le cercueil, alors que les autres se signent, 3 fois de droite à gauche pour les orthodoxes, une seule fois, de gauche à droite pour les luthériens. Chrétiens, agnostiques ou athées, ces citoyens s'imaginaient enfin affranchis pour la première fois depuis 1000 ans. L'assassinat de Monseigneur Platon les ramène à la réalité d'une nation fragile, vulnérable, convoitée par des voisins puissants et prédateurs. Les cloches sonnent lorsque le convoi s'arrête enfin devant le couvent. Les prêtres et les diacres attendent à la grille de fer qui marque l'entrée de l'ancien cloître, réduit à un petit jardin que domine d'un côté le clocher baroque et ses 6 sphères dorées, de l'autre côté la coupole. La première fois que Paul Coulbouche a passé cette porte, c'était en juillet 1917 pour être élu évêque par l'Assemblée des fidèles, et la seconde fois le 1er janvier 1918 pour y célébrer sa première messe pontificale. La basilique est comble. L'archiprêtre Constantin Tiisic, les autres clercs orthodoxes, dont Nicolas Pett, frère du président de la République, les révérends Kentman et Morfelt qui représentent l'église luthérienne, ont des difficultés pour atteindre le cercueil encore ouvert. Le chœur chante l'office des morts, puis le recteur de la basilique cite saint Paul dans sa seconde lettre à Timothée. « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui le juste juge, donnée non seulement à moi mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. » Timothée 2, 4, 7-8. À la fin de l'office, chacun défile devant le catafalque pour un dernier salut. Une mitre est posée sur le catafalque, non pas celle de Monseigneur Platon qui a disparu, mais une simple mitre d'archiprêtre. Les femmes touchent le sol de la main droite avant de se signer 3 fois et d'embrasser le linceul. Les hommes, bonnets ou casquettes à visière sous le coude, inclinent la tête. Le traumatisme est si grand dans le peuple et les fidèles si fervents, qu'il faudra attendre 1 semaine avant de fermer le cercueil et de le déposer dans la crypte. Une souscription permet d'installer un buste de bronze dans le jardinet du cloître. Le dimanche 18 janvier 1931, 12e anniversaire des premières obsèques à Tartu, de Monseigneur Platon et de ses compagnons, Nicolas Béchanitsky et Michel Blève, le corps de l'évêque est placé sous un sarcophage de marbre et de bronze au centre de la basilique. Lorsque les communistes annexeront à nouveau l'Estonie, le cercueil sera scellé sous une dalle de béton armé par crainte d'une profanation. Il s'y trouve toujours. Monseigneur Platon et ses compagnons sont incontestablement des martyrs et à ce titre, des saints. En l'an 2000, à ma demande, répondant aux désirs pressants de nos fidèles, le patriarcat œcuménique de Constantinople les a canonisés avec 10 autres membres de notre Église qui furent martyrisés par les bolcheviks parce qu'ils étaient prêtres ou plus simplement à cause de leur foi. Le patriarcat de Moscou a agi de même, pratiquement au même moment, en ce qui concerne Platon et ses 2 compagnons Nicolas et Michel. Une Église doit-elle être fondée obligatoirement sur le sang de ses serviteurs, comme aux temps apostoliques ? Ma conviction est que le sang des martyrs est une bénédiction particulière, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le sacrifice pour le sacrifice, le martyr pour le martyr. Saint Platon et ses compagnons Saint Michel et Saint Nicolas n'ont pas été les seuls à donner leur vie pour confesser leur foi. Depuis 2008, je fais instruire une 30aine de dossiers de canonisation de prêtres et de laïcs persécutés, martyrisés, assassinés dans les périodes les plus douloureuses de l'Église orthodoxe d'Estonie pendant les 2 guerres mondiales et les 45 ans de l'occupation communiste. Martyrologue estonien. L'archiprêtre Vassili Ristlok. Le père Vassili naît en 1877 à Muhu. C'est une île pauvre, émergeant à peine des flots de la mer Baltique, où les garçons n'ont d'autre choix que la pêche ou l'expatriation sur le continent. Vassili choisit les études. Le jeune homme est doué. Il apprend vite, d'abord au séminaire de Riga puis à l'Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg et à l'Institut d'archéologie. Instituteur en Russie,
Il se marie assez tard en 1913 avec la fille d'un prêtre qui lui donne 4 enfants. Il n'entre dans le sacerdoce qu'en 1915, à 38 ans et doit attendre la fin de la guerre pour retrouver son Estlandie natale, devenue entre-temps la République d'Estonie. Monseigneur Alexander le nomme tout naturellement dans les îles, à Kuressaare et à Reomae où il cumule les charges de prévôt et d'instituteur. Le 1er juillet 1941, une semaine après le déclenchement de l'opération Barbarossa, il est arrêté par les Russes pour menées anti-soviétiques et parce qu'il est prêtre. Il est incarcéré à Irkoutsk, humilié et torturé jusqu'à en mourir d'un arrêt cardiaque le 6 janvier 1942. Les minutes de son interrogatoire nous sont parvenues. À ces juges qui l'accusent d'anti-bolchevisme, il répond qu'il n'est pas opposé au principe communiste de l'égalité sociale et économique, mais qu'il refuse le système soviétique lorsqu'il nie la religion et remplace l'amour par la haine, la paix et le pardon par la violence. Pour preuve, ajoute-t-il, je n'ai cessé d'exposer dans mes sermons que toute autorité vient de Dieu. Le prêtre Johannes Krave. Johannes Krave est né dans une famille de paysans de Saaremaa, à Ratla. À la sortie du lycée, il se prépare à la prêtrise au séminaire de Petseri. Le mois de mai est faste pour lui en 1936. Marié le 1er, ordonné diacre le 9 et prêtre le 10 par l'évêque Nicolas de Petseri. Il termine sa formation dans la paroisse de Potsikopu avant d'être nommé à Anstla, dans le district de Pärnu. Arrêté le 7 juillet 1941 par des soldats de l'armée rouge en retraite devant l'avancée de la Wehrmacht, il est aussitôt fusillé. Il a 27 ans. Le prêtre Johann Sergeïev. Johann Sergeïev naît le 1er février 1908 à Narva, dans une famille d'ouvriers. Il n'a que 22 ans lorsqu'il fait le voyage de Paris pour terminer ses études à l'Institut Saint-Serge. Son front haut, sa coiffure romantique et ses moustaches à l'impériale révèlent l'intelligence et la sensibilité de l'homme et du prêtre. À son retour en Estonie, en 1934, le métropolite Alexander le nomme successivement à Vasca-Narva, Pärnu, Venra et Nome. Il est arrêté par les soviétiques le 14 juin 1941, c'est-à-dire avant l'opération Barbarossa et le renversement d'alliance entre les Russes et les Allemands. L'acte d'accusation est exclusivement politique. Activité contre-révolutionnaire, collusion avec les Russes blancs et résistance nationale estonienne. Devant ses juges, il assume son opposition au communisme parce que c'est une doctrine athée, mais il se défend de toute action politique. Il est condamné à 10 ans d'internement et envoyé au camp de Sosna, où il meurt le 22 février 1943 à l'âge de 35 ans. Le prêtre Nicolas Leisman et son épouse Martha. Nicolaï Leisman naît en 1902 dans une famille où la tradition ecclésiastique est bien établie, ce qui le conduit à suivre les cours de l'Académie ecclésiastique de Riga et du séminaire de Kazan. Il n'a que 16 ans lorsqu'il s'engage dans la guerre de libération de l'Estonie. Il est ordonné diacre et prêtre dans la basilique de la Transfiguration où repose Platon, premier martyr de l'Église d'Estonie. Il est arrêté le même jour que le père Johann Sergeïev et comme lui accusé de menées anti-soviétiques que ses juges étayent par de faux témoignages. Sa condamnation à mort est commuée en 10 années de goulag. Envoyé dans un camp du district de Sverdlovsk, il y meurt le 19 mai 1943. Pour faire bonne mesure et au seul motif qu'elle est femme de prêtre, son épouse Martha est déportée, sur ordre du comité local du KGB, dans la province de Tomsk avec leur fils unique Georges, Yuri, âgé de seulement 11 ans. Le jeune garçon survit miraculeusement après la mort de sa mère en 1943, et retrouve l'Estonie en 1946, marqué à jamais par la terrible expérience qu'il a vécue pendant 5 ans. Le prêtre Artemi Vapeur. La photo de l'affiche anthropométrique du père Artemi Vapeur, prise le 13 décembre 1941 par le KGB, est bouleversante. Le regard de l'homme à la tête rasée qui fixe l'objectif est étrangement vide et égaré, celui d'une bête traquée par une meute qui ne comprend pas ce qui lui arrive et pour qui la cruauté des hommes demeure à jamais une énigme. Depuis 6 mois, le père Artemi subit les interrogatoires de ses bourreaux qui l'accusent d'antisoviétisme primaire. Or, il n'a aucun délit à avouer,
tout au plus rappeler que le Parti communiste combat la religion et que lui n'a jamais cessé de prêcher que Dieu est amour. Condamné à 5 ans de prison en mars 1943, il meurt victime de ses mauvaises conditions de détention le 7 août 1944, à l'âge de 30 ans. Johann Lagowski. Les intellectuels, surtout s'ils sont proches de l'Église, sont les premières victimes de la lutte anti-religieuse communiste. Johann Lagowski en est un bon exemple. Né en Russie en 1889 dans une famille de prêtres, il obtient sa maîtrise de théologie à l'Académie ecclésiastique de Kiev. Il émigre à Paris pendant la Révolution d'Octobre, vit chichement de son poste de lecteur à l'Institut Saint-Serge et d'éditeur du journal Vestnik destiné aux étudiants. Il s'installe à Tartu en 1933, est élu membre du conseil d'administration de l'Église et poursuit la promotion de la RCSU. C'est à ce dernier titre qu'il est arrêté le 5 août 1940 et accusé de propagande anti-soviétique. Or, ceux qu'il combat, ce ne sont pas les communistes, mais ceux qui font la promotion du matérialisme et de l'athéisme, et donc également les idéologues nazis. Peu importe ce qu'il peut dire pour sa défense, car avant même le procès il est déjà condamné à mort. S'agissant du sort d'un intellectuel dissident, les attendus du jugement sont choisis avec soin pour faire exemple. Membre d'une association chrétienne, membre du conseil d'administration d'une église et assistance aux familles de prisonniers et de déportés du goulag. Il est torturé, humilié et finalement fusillé le 3 juillet 1941 à l'âge de 51 ans. Théodore et Anna Pétais. Autre intellectuel persécuté par les soviétiques, l'instituteur Théodore Pétais, né à Varstu en 1890. Il a la particularité d'avoir été condamné à mort 2 fois par les bolcheviks. La première fois, en 1919, il est libéré avant son exécution grâce à l'intervention des volontaires finlandais de l'armée de libération estonienne. Mais le 14 juin 1941, son arrestation est suivie d'une seconde condamnation à mort, en avril 1942, pour agitation et propagande anti-soviétique. Théodore Pétais a sans doute été exécuté le 20 avril 1942 à la prison de Sosva, bien que la bureaucratie brouillonne de cette prison mentionne également sa mort par arrêt du cœur le 24 avril 1944. Arrêt du cœur, couvrant toutes les causes possibles de la mort d'un détenu, y compris son assassinat dans la prison. Son épouse Anna est arrêtée en même temps que lui et envoyée en Sibérie, dans la province de Tomsk, avec ses 2 filles, Elvie, 17 ans et Marey, 9 ans. Leur voyage, en wagon à bestiaux, est interminable. Un lot de terre leur est attribué dans un kolkhoz, auquel elles doivent verser une redevance. Mais comme seule la jeune Elvie est capable de travailler au champ, elle se trouve rapidement dans l'incapacité de payer. Tout leur est confisqué, en réalité bien peu de choses, y compris leurs vêtements. Elles luttent pour ne pas mourir de faim et en viennent à manger des racines et de l'herbe. Seule la petite Marey rentrera en Estonie à la fin de la guerre, laissant Elvie soigner et veiller sa mère qui meurt le 23 février 1948 à l'âge de 58 ans. Bien d'autres exemples pourraient être donnés, à commencer par celui du locum tenens Monseigneur Pierre, nommé par le métropolite Alexander fin 1944 et qui disparaîtra dans un camp du goulag sans que l'on sache ni quand ni où. Chapitre 5 – Une église autonome dans une république souveraine. L'élection des 2 Alexander. Monseigneur Platon avait donné des directives précises à son conseil épiscopal, le 1er décembre 1918. Si je rencontre des obstacles incontournables dans l'exercice de mes devoirs, maladie, absence prolongée ou autre, je vous demande d'assumer le pouvoir plein et responsable du gouvernement de l'évêché. Exécutez les ordres après signature. Le jour de ses obsèques à Tallinn, le conseil épiscopal se réunit donc pour administrer les affaires courantes. Ses membres demandent aux paroisses d'élire leurs délégués à l'Assemblée générale et en fixent l'ordre du jour. Relation du diocèse orthodoxe d'Estonie avec l'Église orthodoxe autocéphale et patriarcale de Russie. Élection des candidats proposés à l'épiscopat. Révision des statuts du diocèse, élection d'un nouveau conseil épiscopal, séparation du diocèse d'Estonie, Estlandie et Livonie du Nord, de celui de Lettonie, Livonie du Sud et Latvie.
restitution des biens propres du diocèse d'Estonie situé en Latvie, questions économiques de L'. Église et questions internes de la vie ecclésiale. En outre, l'Assemblée générale aura pour mission de fixer la ligne générale du diocèse. Le 12 novembre 1918, Monseigneur Platon avait engagé publiquement ses fidèles à soutenir l'indépendance de l'Estonie, et siégeait à l'Assemblée constituante au titre d'évêque auxiliaire de Riga en charge du diocèse d'Estonie. Fallait-il poursuivre cette politique ? Le 25 février 1919, les députés transfèrent officiellement le siège du conseil diocésain à Tallinn, capitale de l'État. Cette décision est en soi une petite révolution car l'évêché avait été fondé à Tartu par Yaroslav le Sage vers 1030. Une grande maison bourgeoise est achetée à l'intérieur des remparts de Tallinn pour accueillir le futur évêque, son conseil, la chancellerie et l'administration. Le 64 rue Pic, à l'ombre du clocher de Saint-Olave, entre dans l'histoire religieuse mouvementée de l'Estonie. L'Assemblée générale de mars 1919. Encore traumatisés par la disparition tragique de leur évêque, les délégués diocésains se réunissent à Tallinn du 18 au 21 mars 1919. Certes, le gouvernement provisoire estonien a reconnu le diocèse orthodoxe de Tallinn et de toute l'Estonie, le 6 avril 1917, mais depuis 2 ans rien n'a encore été décidé concernant la nature des liens entre le nouveau diocèse et l'Église orthodoxe de Russie. Les frontières politiques de la République d'Estonie n'étant pas encore fixées par un traité, le droit canon stipule que l'Assemblée générale diocésaine ne peut proposer à la succession de Monseigneur Platon qu'un simple évêque diocésain et son auxiliaire et non pas un archevêque cumulant les charges de métropolite de Tallinn et de primat d'Estonie, auquel serait associé un évêque résidentiel pour un autre siège. Porté par le courant dominant de la nation estonienne, celui d'une souveraineté conquise après un millénaire d'occupation, les délégués des paroisses sont unanimes à revendiquer la création d'une église qui soit indépendante du patriarcat de Moscou, dotée d'au moins 2 évêques, dont l'un sera l'archevêque métropolitain de Tallinn. L'Église apostolique orthodoxe d'Estonie doit être à cause de l'indépendance de la République des apostrophes. Estonie et des besoins quotidiens du peuple estonien, une Église indépendante et autocéphale, entretenant des relations fraternelles avec toutes les autres églises orthodoxes orientales indépendantes. L'administration ecclésiale d'Estonie, en tant que représentante légale de l'Assemblée générale ici rassemblée, est autorisée à prendre des mesures pour que notre indépendance ecclésiale soit canoniquement reconnue par les autres églises orthodoxes indépendantes. C'est une nécessité vitale pour notre Église. L'indépendance de l'Église orthodoxe d'Estonie doit être établie sans délai, car l'absence d'un évêque est très nocive à notre Église, alors qu'il n'y a plus de communication possible avec la précédente Église mère de Russie. Nous rappelons qu'avant sa mort tragique, l'évêque Platon avait autorisé, le 1er décembre 1918, son conseil diocésain à gérer l'Église à sa place, s'il était placé dans l'impossibilité de remplir les devoirs de sa charge. C'est pourquoi nous demandons au Conseil diocésain d'Estonie de prendre immédiatement des mesures pour que l'Église apostolique orthodoxe d'Estonie soit dotée de sa propre hiérarchie suprême, avec un archevêque et un évêque suffragant. L'élection d'Alexander Paulus. Pour mener l'entreprise à son terme, c'est-à-dire à l'autocéphalie, l'Assemblée générale de l'Église élit 2 candidats à l'épiscopat, le professeur Alexander Kaelas, un laïc célibataire, pour la charge d'évêque diocésain de Tallinn et de toute l'Estonie, et le père Alexander Paulus, prêtre de Pärnu, pour celle d'évêque auxiliaire. Il respecte ainsi le vœu de Monseigneur Platon, qui avait souhaité que le professeur Kaelas soit son auxiliaire et que, si nécessaire, il lui succède sur le siège de Tallinn. Dans la foulée, les délégués adoptent les statuts de la future Église autocéphale orthodoxe d'Estonie. C'est une simple traduction en estonien des statuts de l'Église orthodoxe de Russie adoptés à Moscou, quelques jours avant la Révolution d'octobre. Les délégués remplacent simplement la mention de Moscou et de toute la Russie, par celle de Tallinn et de toute l'Estonie, et précisent que l'administration suprême de l'Église orthodoxe d'Estonie appartient au métropolite de Tallinn et de toute l'Estonie et au Saint-Synode d'Estonie. Le nouveau conseil diocésain, élu par l'Assemblée générale, se met au travail avec une certaine lenteur,
car les liaisons sont extrêmement difficiles à établir avec le patriarche Tikhon Ier de Moscou depuis que le gouvernement soviétique a décrété la séparation de l'Église et de l'État, le 23 janvier 1900. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.